Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global. Et en cette semaine politique chargée et troublée, nous recevons donc Daniel Coronel-Crespo, qui est doctorant en sciences politiques à Sciences Po Lyon et au laboratoire Triangle, pour son coup d'œil sur l'actu. Bonjour Daniel. Bonjour Damien. Alors vous travaillez spécifiquement sur la genèse et les processus d'institutionnalisation des politiques européennes, notamment à travers le cas de la finance durable et du pacte vert pour l'Europe. Alors l'occasion pour nous est de revenir, en plus des résultats aux élections européennes de dimanche et de leurs effets sur la politique nationale, il convient de revenir sur les évolutions ou les probables évolutions des politiques publiques européennes. Alors on n'y échappera pas, évidemment. Quel constat faites-vous des résultats aux élections européennes qui ont eu lieu dimanche, que ce soit à la fois d'un point de vue national, mais également européen ? Oui, bien sûr. Donc les élections européennes de dimanche, ils ont renouvelé les 720 sièges à pourvoir dans le Parlement européen. Et pour être honnête, le paysage du Parlement européen, le paysage politique du Parlement européen, n'est pas si changé que ça. En tout cas, il n'est pas été chamboulé comme on pourrait le croire si on est en France et qu'on voit que même l'Assemblée nationale a été dissoute. Donc, si vous voulez, on peut revenir un peu sur les résultats. Globalement, le Parlement européen reste à droite, reste dominé par le groupe des conservateurs, les PPE. Qui est le groupe de Ursula von der Leyen, c'est bien ça ? Qui est le groupe de Ursula von der Leyen, oui. Et qui reste stable, en fait, qui n'a pas perdu beaucoup de sièges. J'ai les chiffres exacts qui sont... Oui, ce qu'on voit, c'est une stabilisation en fait de la droite et de la gauche. Le PPE, et les sociodémocrates ont gardé à peu près le même nombre de sièges que la législature qui vient de s'achever. On voit une percée en fait d'extrême droite dans les deux groupes parlementaires qui sont le CRE des conservateurs et réformistes et l'Identité et démocratie, CRE qui correspond au parti de Giorgia Meloni, les frères d'Italie, et dans lequel les nouveaux députés européens de Reconquête vont aussi être intégrés. Et Identité et démocratie, qui est plutôt le parti, on va dire, d'extrême droite du Front National, qui, lui, a gagné 9 sièges, par exemple. Mais cette montée-là de l'extrême droite, est-ce que ça change quand même le rapport de force au sein du Parlement ? Alors, pas tant que ça, parce que le Parlement européen, c'est la grosse différence avec le Parlement français, par exemple. Le Parlement européen, il fonctionne avec des alliances, qui, on l'a vu dans la dernière législature, sont assez larges, notamment dans deux fonctions centrales du Parlement européen, qui sont le vote de la Commission européenne, qui se passe au début de la législature, et on l'a vu dans la législature précédente, le vote de l'ensemble de mesures du pacte vert européen. L'alliance dont je vous parle et qui a élu qui a passé la plupart des mesures qui ont été présentées dans la législature précédente dans le cadre du pacte vert, était une alliance qui allait des sociodémocrates passant par les Verts, les centristes de Renew et le conservateur du PPE. Du coup, c'est ceux qui votaient l'ensemble de textes du pacte vert, notamment avec... Et on peut voir, notamment dans les résultats, que les forces écologistes, elles, ont perdu beaucoup de sièges, c'est bien ça ? Tout à fait. Il y a un peu une dégringolade des forces écologistes et des centristes et de Renew. Les Verts ont perdu 18 sièges et Renew a perdu 23 sièges, ce qui affaiblit notablement le poids du parti écologiste, du groupe écologiste au Parlement européen, ce qui effectivement, je lisais des analyses tout à l'heure qui disent qu'en fait ça peut être
ça peut avoir des répercussions plus gros, des grosses répercussions sur les politiques de transition écologique de l'Union européenne, justement. Et est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Quels enjeux, en fait, il y a sur les votes à venir avec cette baisse du nombre de sièges qui serait significative, notamment pour un groupe qui est celui des écologistes au Parlement européen? Bien sûr, comme je vous ai dit, les écolos ont participé à cette alliance qui a passé la plupart des textes proposés dans le cadre du pacte vert. Et donc, comme ils étaient à la dernière législature, du coup, ils avaient un peu plus de 70 sièges. Ils étaient la troisième force politique du Parlement dans la législature passée, ce qui signifiait un poids conséquent dans les débats parlementaires, notamment au début de la législature. C'est ce qui a en partie impulsé même la rédaction de tout un plan qui est titanesque, qui est le pacte vert, finalement, qui est un plan de politique publique qui est toujours inachevé, mais qui est vraiment un chantier titanesque. Et en fait, le fait que le groupe parlementaire des Verts était c'était son plus haut score la législature dernière, ça a joué, en fait, ça a même causé, donné, c'était une des conditions qui a donné naissance au pacte vert, finalement. Alors, avant de revenir peut-être plus en détail sur les politiques publiques, notamment environnementales, qui ont été passées et auxquelles on peut s'attendre par la suite avec cette nouvelle législature. Est-ce que l'on peut revenir peut-être un petit peu plus sur le fonctionnement de ce Parlement-là et même sur le fonctionnement de l'Union européenne? Quelle est la place du Parlement entre le Conseil et la Commission? Quel est le rôle ensuite de ces députés? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ce fonctionnement-là législatif? Bien sûr. Le fonctionnement législatif de l'Union européenne passe par ce qu'on appelle le triangle institutionnel, c'est-à-dire la Commission, si on peut imaginer un triangle. La Commission serait en tête, c'est la Commission qui propose les directives, le projet des règlements européens. Et ensuite, il y a deux co-législateurs qui sont le Conseil des ministres de l'Union européenne et le Parlement européen. En sa qualité de co-législateur, le Parlement européen négocie en fait avec le Conseil des ministres, qui est le représentant des gouvernements de l'Union européenne, la plupart des textes qui sont présentés par la Commission européenne. Si vous voulez, le Parlement européen est vraiment le corps représentant des citoyens européens, dans le sens où il est même élu au suffrage universel, alors que le Conseil, il représente les intérêts des gouvernements, parce qu'il rassemble les chefs d'État et les gouvernements des États membres. Et donc on voit au Parlement on a une majorité qui reste plutôt conservatrice avec une forte montée de l'extrême droite. Qu'en est-il justement des deux autres chambres, du coup, je ne sais pas si on peut appeler ça des chambres d'ailleurs, mais des institutions. Des institutions, voilà, de l'Union européenne, de leur couleur politique. Alors, comme je vous ai dit, un des rôles centraux du Parlement européen est l'élection, en tout cas la confirmation de la Commission européenne. Et la Commission européenne est un corps collégial de commissaires. Ce sont 27 commissaires, un commissaire par pays membre, qui sont chargés d'un portefeuille. Vous le connaissez, il y a le commissaire Thierry Breton, par exemple, qui est français, et lui, il est chargé du marché intérieur. Il y a un commissaire par portefeuille. On peut le... C'est un peu comme les ministères en France, on va dire. Voilà. Et donc, le Parlement européen, une des premières actions du Parlement européen est de confirmer, en fait, la Commission européenne, qui est présentée, elle, par le Conseil de l'UE. Le Conseil de l'UE, on ne doit pas le confondre avec le Conseil des ministres de l'UE. Le Conseil de l'UE, ce sont les chefs d'État, c'est-à-dire les présidents français, les premiers ministres espagnols et la première ministre italienne, qui se réunissent 2 fois par an pour fixer les règles, les lignes directrices de la politique européenne. Donc, après les élections européennes, il y a un Conseil de l'UE où le Conseil propose un candidat à la présidence de la Commission européenne. En 2019, ça a été Ursula von der Leyen. Et ce candidat se charge de former une sorte de gouvernement
qui sera la Commission européenne, et donc le rôle du Parlement est de confirmer ce collège de commissaires. Et est-ce qu'on peut voir donc cette reconduction du PPE comme premier parti européen, une forme de reconduction vers le fait que Ursula von der Leyen reste à la Commission, directrice, présidente de la Commission. En 2019, Ursula von der Leyen a été élue. D'abord, il faut savoir que le vote pour le président de la Commission européenne est non nominatif. Du coup, on ne peut pas savoir qui a voté pour qui, enfin, s'ils ont voté pour ou contre Ursula von der Leyen en 2019. Mais en tout cas, Ursula von der Leyen a été élue grâce à une alliance du PPE et des sociodémocrates. Et le pacte vert était une des conditions. En tout cas, Madame von der Leyen s'était exprimée quelques jours avant le vote qui s'est passé en juillet 2019. Elle s'est exprimée sur son souhait de dresser un programme des politiques publiques ambitieux pour l'Union européenne, et notamment pour répondre aux accords de Paris 2016 et aussi aux mobilisations qu'on avait à l'époque en 2019. Et justement, le fait que, vous le disiez tout à l'heure, le fonctionnement du Parlement européen, il fonctionne avant tout par des alliances. Donc, dans la précédente législature, le PPE et les partis conservateurs s'alliaient plutôt aux centristes, voire aux écologistes pour formuler des politiques publiques. Aujourd'hui, est-ce que ça ne fait pas craindre le risque justement que ce parti majoritaire aille plutôt s'allier au parti d'extrême droite et donc propose des politiques beaucoup plus dures et beaucoup plus à droite que ce qui était déjà le cas auparavant? Je pense que ça pourrait être ça peut être une crainte en fait, tout à fait, parce que il faut savoir que les deux groupes d'extrême droite, les conservateurs réformistes et Identité et démocratie, il y a des parlementaires à l'intérieur de ces groupes qui sont eurosceptiques et qui notamment se sont opposés pratiquement sur toutes les mesures du pacte vert, et même on le voit avec des élus, les candidats d'extrême droite, Front National, Reconquête ici en France, ils ont même mobilisé la rhétorique ils ont érigé l'Union européenne et les mesures écologiques et les politiques publiques écologiques de l'Union européenne comme une sorte de bouc émissaire qu'on devrait... C'est ce que disait par exemple j'ai entendu Jordan Bardella parler sur les normes de reporting de durabilité de l'Union européenne. Il a dit que c'était en fait un fardeau réglementaire, ce fardeau réglementaire, ce Bruxelles qui impose des normes qui sont impossibles à tenir ou qui sont juste trop lourdes. Donc en effet, s'il y avait une alliance entre le PPE et les partis d'extrême droite de l'hémicycle, il faudrait qu'ils fassent une sorte de concession parce que le PPE, ils sont pas du tout eurosceptiques. C'est-à-dire, ils sont conservateurs, c'est un parti de droite, mais on va dire que c'est plus une droite de gouvernement qui ne bloquerait pas toutes les politiques relatives au pacte vert, par exemple. Et avant de revenir sur ce qui pourrait changer sur le pacte vert avec ce nouveau Parlement, est-ce que vous pouvez juste revenir sur les ambitions principales de ce pacte vert avant de pouvoir savoir ce qui va changer derrière? Bien sûr, le pacte vert il a été présenté donc en 2019, comme je vous ai dit, comme un programme des politiques publiques très ambitieux, notamment pour se conformer aux engagements de l'Union européenne que l'Union européenne avait pris que les États membres ont pris lors des accords de Paris de 2016. La mesure emblématique centrale du pacte vert est cette loi européenne sur le climat qui fixe un objectif pour l'économie et pour le continent européen de moins de 55% des émissions des gaz à effet de serre d'ici 2030 et une neutralité carbone totale, c'est-à-dire neutralité, que le continent européen soit neutre en carbone d'ici 2050. Donc pour accomplir ces objectifs, le pacte vert propose
plus de 50 mesures législatives ces mesures législatives sont des règlements, des directives qui essayent de justement amener la durabilité, amener une économie durable sur le continent européen. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment Madame von der Leyen, elle parlait du moment d'homme sur la Lune. Elle disait c'est notre moment de l'homme sur la Lune pour nous les Européens. Donc c'est pour illustrer vraiment l'ambition de ce pacte vert qui a été en quelque sorte mis un peu à l'écart après deux séquences qui ont touché un peu tout le monde, qui sont la guerre en Ukraine et le Covid, la crise du Covid. Moi, j'ai deux questions là. Quand je vous écoute, vous qui êtes spécialiste justement de ces politiques publiques environnementales européennes, c'est déjà, est-ce que l'ambition qui est déclamée par Ursula von der Leyen, elle est justifiée? Est-ce que c'est un pacte qui est si ambitieux que ça? Et de l'autre côté, est-ce que vous parliez de plus de 50 mesures qui rentraient en place pour l'activer? Est-ce que cette lourdeur administrative qui est dénoncée justement par une grande partie de la classe politique et qui n'est pas que de l'extrême droite, on sait que même Macron, par exemple, et son gouvernement a pu dénoncer cette lourdeur européenne. Est-ce qu'elle existe réellement ou est-ce que c'est simplement un effet d'aubaine politique et de s'en servir pour dénoncer des institutions plutôt que de se remettre en question soi-même? Alors c'est une question un peu compliquée, mais enfin, il faut comprendre l'Union européenne comme un système politique et juridique aussi qui dépend beaucoup des espaces nationaux. C'est-à-dire l'Union européenne ne flotte pas au-dessus des États, mais et comme je vous l'ai dit, notamment grâce au Conseil européen qui fixe les lignes directrices, et c'est directement les gouvernements qui ont la main dessus. Donc l'Union européenne, elle ne fait pas ses règles, elle ne produit pas des contraintes juridiques toutes seules, c'est-à-dire les États membres et aussi les citoyens par le biais du Parlement européen, ils ont leur place, c'est-à-dire ce qui se passe en Europe et ce qui se passe au niveau européen, et on va dire c'est une construction collective. Ce n'est pas l'Union européenne qui dirige tout, c'est plutôt un système, les collègues juristes ils parlent d'un système interpénétratif dans le sens où l'Union européenne influence sur l'action des États et les États influencent aussi sur l'action européenne. C'est important de le rappeler. Oui. Et la lourdeur administrative, le fardeau administratif, on parle beaucoup de fardeau européen. Alors oui et non, évidemment que les décisions européennes créent des contraintes juridiques directes, notamment par le biais des directives de règlement, mais les États font en sorte de les appliquer, et en fait c'est une spécificité du système politique européen, c'est que les États l'appliquent enfin c'est pas appliqué uniformément dans tout le territoire, dans tous les États membres. Donc en fait il y a des principes juridiques qui sont, on va dire, qui sont édictés à Bruxelles, mais les États membres ils se chargent de les transposer dans leurs droits, de les mettre en application comme ils peuvent. Donc il y a des États qui le font mieux que d'autres, on va dire. Je me permets de rebondir également sur le conflit ukrainien. Est-ce que ce changement ou cette transformation en quelque sorte des forces dominantes en Europe peut changer le positionnement de l'Union européenne sur ce conflit ukrainien? Ce que la guerre en Ukraine a montré, c'est que en fait, la sécurité est au cœur des débats. La sécurité, on va dire continentale, est au cœur des débats européens. On a entendu beaucoup parler, notamment de la campagne du candidat du PS français, qui appelait à la reconstruction d'une industrie d'armement européenne. Et en fait, comme je vous ai dit, ça a pris beaucoup de place dans le débat européen et public, le fait de se préparer à une possible invasion russe,
Je ne sais pas si l'Union européenne est prête aujourd'hui à construire une armée européenne ou même à relancer la construction d'armes sur le territoire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui structure les débats aujourd'hui et peut-être que ça pourrait faire bouger les choses dans le sens où si on voudrait se doter d'une armée européenne, on devrait avoir un budget européen propre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire l'Union européenne fonctionne grâce à des dotations des États. Si on voudrait une armée européenne propre, une force de sécurité propre européenne, on devrait créer un budget européen, on va dire, à partir des fonds propres, et donc peut-être envisager une fiscalité proprement européenne qui n'est pas le cas et qui n'est pas encore dans les débats aujourd'hui. Et pour revenir sur les politiques plutôt écologistes, tout à l'heure vous preniez l'exemple de Jordan Bardella qui remettait en cause certaines dimensions du pacte vert. Alors bien qu'on ait assez peu de recul pour l'instant, mais comment peuvent être impactées ces négociations autour de l'écologie à l'échelle européenne, sachant qu'elles vont infuser sur le marché intérieur européen, à la fois en interne et à la fois avec les acteurs extérieurs du marché? Alors, si on prend les résultats de dimanche soir, comme je vous ai dit, même si l'extrême droite a percé en quelque sorte, enfin, il y a un peu plus de députés d'extrême droite au Parlement européen. Ces députés d'extrême droite, et ça c'est un truc qui est assez étudié par certains collègues politistes, ce sont des partis qui sont encore nouveaux à la bulle européenne, à la bulle bruxelloise, et donc il faut qu'ils se acclimatent en quelque sorte, il faut qu'ils apprennent les habitudes, il faut qu'ils apprennent comment on fait pour être un député européen. Et donc je ne sais pas si on verra des effets tout de suite de cette élection dans des textes législatifs emblématiques du pacte vert, parce que il y a une bonne partie qui a déjà été passée, qui a été approuvée lors de la dernière législature. Il y a une partie du pacte vert qui n'a pas encore été votée au Parlement, qui est le programme Repower EU. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce programme ? C'est un programme c'est un programme assez large aussi, qui vise à mettre en avant l'usage des énergies renouvelables, enfin en tout cas à créer un cadre européen pour mesurer la consommation, pas la consommation électrique, mais l'émission des effets de serre pour la création d'énergie, et aussi donc en sorte créer justement un cadre pour que les États membres puissent passer à des énergies renouvelables pour atteindre les objectifs du pacte vert. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore été mis en place. Qui n'a pas encore été approuvé par le Parlement européen. Il devrait passer dans les premiers mois, je pense, de la prochaine législature, mais il faut voir encore l'agenda parlementaire. Et si on revient également sur l'actualité, qui fait écho à une actualité européenne majeure, qui a été quand même les mouvements agricoles liés à la politique agricole commune, comment est-ce qu'on peut imaginer ce changement également, encore une fois, de cette entrée en fait d'un groupe assez fort d'extrême droite qui ne militait pas pour une dimension plutôt écologiste et sociale de la politique agricole commune, avec une vision plutôt libérale, voire extra-libérale. Comment est-ce que ça peut amener à des négociations ? Oui, la politique agricole commune, elle a été assez réformée ces dernières années. Enfin, il y a le programme de la table à la... de la ferme à la table, de la ferme à l'assiette, je pense, qui notamment mettait en place certaines contraintes de l'usage des pesticides, il me semble, de certains pour l'alimentation. Et en février 2024, donc suite aux manifestations qu'on a vues des agriculteurs, même à Bruxelles, la commission von der Leyen sortante s'est engagée à reformer cette PAC. Donc je ne pouvais pas vous dire comment ça va se passer, mais en tout cas, on va avoir une réforme, on va avoir les débats autour de cette PAC. Et je ne sais pas si les candidats d'extrême droite, les nouveaux députés des groupes d'extrême droite vont forcément
peser beaucoup sur ces débats, quoi. Ça me pose tout de même une question. On entend souvent cette critique d'une Europe qui serait davantage une Europe économique, une sorte de grand marché. Est-ce que là, avec ces changements, avec ces forces politiques divergentes, avec un spectre qui s'élargit, mine de rien, avec 3 forces dominantes en quelque sorte, est-ce que ça va amener peut-être à repenser l'Europe d'un point de vue, pour penser une Europe politique davantage qu'une Europe économique? Ça dépend de ce que vous entendez par politique. Parce que, bon, si c'est vrai que la construction européenne a été d'abord une construction d'un marché unique, les principes de la construction européenne, le libre-échange, la libre circulation, ont été toutes... c'est ce qui a été mis en avant depuis l'après-guerre. Comment dire, l'autonomisation du champ politique, l'autonomisation du champ politique européen est en cours. On l'a vu de plus en plus. L'espace européen est de plus en plus fermé à des gens qui n'ont pas les capitaux nécessaires pour utiliser un peu les sciences sociales. C'est-à-dire, pour être député européen, il faut un certain capital international, c'est-à-dire il faut parler plusieurs langues. On le voit dans les chiffres dans la sociographie des députés européens, il faut être plus diplômé que par exemple pour entrer dans le Parlement français. C'est souvent les députés européens sont par exemple un quart des députés européens ont un doctorat, ce qui n'est pas le cas pour les parlements nationaux. Donc il y a cette tendance justement d'une autonomisation de l'Union européenne, de la bulle européenne, on va dire, par rapport aux champs politiques nationaux, qui est en cours, évidemment, mais je ne pourrais pas vous dire si le fait qu'il y a un groupe d'extrême droite un peu plus puissant sur le Parlement européen va jouer quelque chose. Enfin, je pense que c'est un processus qui est déjà engagé et qui va sûrement se continuer.